Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le fondateur d'Alira, et je suis accompagné aujourd'hui d'un invité de Marc qui d'ailleurs participe à des conférences d'Alira depuis le tout début, Alexandre Stachenko, puisqu'on avait fait l'inauguration ensemble il y a maintenant presque 5 ans. Alors, je ne sais pas si on te présente encore, Alexandre, parce que tu es une figure connue de l'écosystème, mais on peut rappeler que tu as cofondé Blockchain Partners, qui a été revendu de mémoire en 2021, c'est ça, à KPMG, que depuis tu es devenu expert indépendant et consultant indépendant sur la thématique des blockchains et notamment sur Bitcoin, que dans l'intervalle, tu as quand même réussi à cofonder l'ADAN, qui est l'association de professionnels de l'écosystème qui a pignon sur rue, et que tu es l'auteur de quelques livres, ce qui d'ailleurs est une des raisons qui nous amène ici. Merci pour l'invitation, tout le monde. Rapidement, vous connaissez nos chroniqueurs habituels, Cyril, Daniel et Virgile, qui tous Bonjour. travaillent chez Alira. Cyril comme formateur, Virgile comme rédacteur et Daniel comme directeur pédagogique. Je vous propose d'attaquer sans plus attendre avec le premier sujet, Bitcoin, le paradoxe de l'adoption à la française. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment on a travaillé ce sujet, Daniel, et en quoi est-ce qu'on trouve que y a un côté un peu paradoxal? Oui, alors je vais aborder le premier sujet et je serais très heureux d'en échanger avec Alexandre parce que c'est une réflexion qui me taraude depuis un an maintenant, sur le fait que la France est un pays qui est rempli de paradoxes. On a des acteurs extrêmement importants de l'écosystème Bitcoin et blockchain, notamment Ledger. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que je suis tombé il n'y a pas longtemps, et je vais la partager, une étude qui a été faite par Bitstamp et qui en fait avait fait un sondage à certaines personnes, notamment des personnes qui avaient utilisé leurs services et des prospects, et avait sondé en fait le rapport qu'avaient les différentes nationalités à la confiance envers Bitcoin et les crypto-monnaies. Et en fait, ce rapport, je l'avais très rapidement publié dès que j'avais tombé dessus. J'avais eu plusieurs retours. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes à travers le monde. Je suis issu du lycée international, donc j'ai des potes allemands, j'ai des potes anglais, j'ai des potes italiens, j'ai des potes dans beaucoup de pays. Et il me donne le sentiment que même s'il y a de certaine manière un certain niveau de méfiance et de réticence envers la population en général, en France, il y a quelque chose d'un tout petit peu particulier. Donc c'est comme ça, c'est un petit sujet que j'avais envie d'aborder. Est-ce qu'il existe un paradoxe de l'adoption en France? Je vais visualiser sur 2 ou 3 petites choses. Je vais voir aussi si Alexandre a son avis. Est-ce qu'il a remarqué ça? Parce que naturellement, il échange avec d'autres personnes à travers le monde. Est-ce qu'en France, il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'on a, je sais pas, une affection toute particulière pour la centralisation? Est-ce que le fait que l'argent soit vraiment tabou en France accentue le fait que Bitcoin puisse être plus facilement diabolisé? Voilà, c'est le truc que je pose sur la table pendant que vous prenez la parole. Je veux juste vous montrer un tout petit peu l'étude, qu'on la commande comme ça, puis on pourra après passer sur d'autres sujets. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je le constate pas mal. Alors moi aussi, je suis franco-canadien, donc j'ai une forme de double culture. Je suis d'origine ukraino-russe, ce qui en ce moment est très drôle. Et donc j'ai un petit peu de perspective un peu à droite à gauche sur ce que les gens pensent des différents sujets, sans aller dire que je suis un citoyen du monde, qui est un propos qui ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, je regarde un peu ce qui se dit à l'étranger. Et j'ai même ce sentiment renforcé ces derniers mois parce que j'ai fait pas mal de passages dans des universités, dans des écoles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une rupture vraiment de perception quand je parle dans des publics, par exemple, étudiants, qui pourtant donc sont jeunes. Euh, Par exemple, quand je suis passé à HEC, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en juin, je crois, de mémoire, il y avait peut-être 75% de la salle qui n'était pas français. Et donc, je parle du sujet, je commence à dire, voilà, on a des problèmes autour de l'inflation, de l'État, du dollar, etc. Et en fait, c'est assez saisissant comment dans la salle, tu as la rangée des 5 Indiens qui sont en train d'hocher la tête et qui limite en train de te dire passe à la suite, on voit très bien de quoi tu parles. Et les Français qui sont là, mais de quoi il parle en fait, ce mec-là? Enfin, je n'ai pas de problème avec la monnaie. Et ce qui est drôle, c'est que malgré une présentation de 1 heure sur le sujet, malgré le fait que dans la salle, c'était très drôle, j'avais au premier rang un Russe à côté d'une Ukrainienne. Bon déjà.
Le Russe a payé ses frais de scolarité en crypto, il n'a plus d'argent, et l'Ukrainienne a fui son pays grâce à la crypto. Alors, je peux te dire que j'ai pas besoin de leur expliquer à quoi ça sert. À leur côté, il y avait une Libanaise, pas besoin d'expliquer à quoi ça sert. Les Indiens qui se sont fait voler 80% de leur pouvoir d'achat en 15 ans, pas besoin de leur expliquer que la Banque centrale n'est pas de leur côté. Mais malgré tout ça, et malgré tous ces exemples que j'ai pris tout au long de la présentation, à la fin, la seule question posée par un étudiant français, ça a été mais Bitcoin n'a pas vraiment de cas d'usage à part la spéculation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et dans ma tête, c'était mais tu as écouté ce qui se passe depuis 1 heure autour de toi ou pas? En fait, donc non, ça je le constate et je suis pas persuadé que ce soit un paradoxe. C'est peut-être la suite du raisonnement, c'est que la France, à l'inverse, coche toutes les cases pour qu'on soit les derniers à adopter ce truc-là. Historiquement, culturellement, le tabou sur l'argent, la centralisation, enfin on aime ça depuis Philippe Auguste, on est un des premiers États-nations à s'être formé autour du domaine royal. On a un rapport à la centralisation, je rappelle que les derniers qui ont essayé, ils ont terminé la guillotine. Donc on est un pays qui culturellement et historiquement adore la centralisation, qui peut avoir des avantages. Je ne suis pas un fanatique de la décentralisation. La centralisation, en règle générale, est plus efficiente, mais elle est moins résiliente, c'est toujours le même problème. Et on rajoute par-dessus ça un contexte économique sur lequel, pareil, on coche toutes les cases pour ne pas s'y intéresser. On est un des pays les plus bancarisés du monde. C'est même illégal de toucher son salaire sur autre chose qu'un compte bancaire pour au-dessus du SMIC. On est un des pays qui, malgré l'inflation très forte, reste l'inflation la plus basse en Europe, avec de mémoire Malte et le Luxembourg, quelque chose comme ça. On est un des pays où les virements SEPA se font en 2 secondes à l'autre bout de l'Europe. On est un pays où la monnaie est la plus forte dans le monde après le dollar. Donc en fait, historiquement, culturellement, financièrement, économiquement, politiquement, on coche toutes les cases. Je n'en vois pas une seule sur lesquelles la France coche pas la case de du coup on a un intérêt à s'intéresser à Bitcoin. Donc malheureusement, pour moi, ça ne relève pas du paradoxe, ça relève de la chose qui est parfaitement compréhensible en fait. Ça s'explique parfaitement quand on regarde ces différents facteurs-là. Et donc, pour terminer là-dessus, mais quand cette étude Bitstamp était sortie, je me souviens que j'avais regardé effectivement, j'avais essayé de prendre cette étude et de faire des corrélations avec des données macroéconomiques, l'inflation, la bancarisation, etc. Et effectivement, ça avait confirmé la chose, c'est qu'il y avait un fort taux de corrélation de la confiance que les gens accordent à Bitcoin avec l'inflation, avec la bancarisation. Mais bon, il n'y en avait pas, par exemple, j'avais testé des variables autres comme le taux de chômage. Bon, taux de chômage, il y avait quasiment zéro corrélation avec la confiance dans Bitcoin. C'est quoi le truc qui corrélait le plus? Tu te souviens de ce qui corrélait Je le plus crois haut de mémoire que c'était la bancarisation. Okay. Et c'était une corrélation à 0,7, quelque chose comme ça. Ah, je voudrais pas dire de conneries. Je crois que j'avais fait un tweet dessus, il faudra remonter il y a très longtemps. Mais j'avais fait un tweet avec les données brutes, avec mon graphique tout à fait dégueulasse fait sur Excel. Mais en tout cas, je crois que de mémoire, c'était autour de 0,7. C'était bancarisation, inflation, et le troisième, c'était, je ne sais plus. Terrible. Bon, il y en avait 3 qui étaient pas mal corrélés, au-dessus de 0,5. Et les autres, j'étais là, bon, bah non, en fait, il n'y a pas de corrélation majeure, donc on s'en fout un peu. Moi, j'avais trouvé une autre corrélation, parce que dans l'étude de Bitstamp, il y avait aussi, est-ce que vous vous sentez à l'aise, sachant, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté où effectivement les Français avaient la modestie de dire qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils jugeaient. Et moi, ma corrélation, après, l'enseignement, c'est mon métier, mais j'avais toujours trouvé une petite corrélation entre, il est très facile de dire n'importe quoi sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Et qu'on vous fasse croire n'importe quoi sur un objet qu'on comprend pas. À la fin de l'épisode, j'illustrerai, ou peut-être plus tard, j'illustrerai mon propos sur une étude qu'avaient fait les Allemands sur le monoxyde d'hydrogène. On en parlera à l'occasion. Mais vous allez voir, c'est assez quelque chose de. Je vais le faire maintenant parce que bon, je l'ai pas dit assez. Le monoxyde d'hydrogène, il y avait une étude comme ça qui a été faite avec un sondage et une pétition pour interdire ça, en disant qu'il y avait ça dans les pluies acides, que dans les tumeurs cancéreuses on en trouvait, que l'agriculteur l'utilisait massivement, que ça pouvait provoquer la noyade, que sur l'état gazeux ça faisait les brûlures. Donc en fait voilà, une diabolisation du monoxyde d'hydrogène, sauf que c'est l'eau. Et en fait, les gens signaient en disant bah non, c'est dangereux, il faut l'interdire, et ils étaient prêts à signer aux députés l'interdiction de l'eau en Allemagne. Donc en fait, on peut faire n'importe quoi sur quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que comme on n'arrive pas à le visualiser, c'est très facile de créer une image cauchemardesque des choses. Et j'ai remarqué très souvent que sur les objets
qui sont construits par notre cortex et qui ne sont pas touchables, le Bitcoin en est un exemple flagrant, en fait, c'est plus facile en fait de diaboliser un objet qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'a pas dans le salon ou dans la cuisine. Un couteau, on peut le diaboliser, sauf que comme on l'utilise pour couper les carottes, c'est difficile d'en avoir peur tout le temps. Donc il y a vraiment cet aspect-là que j'avais remarqué. Je ne sais pas si on peut partager l'écran et qu'on peut mettre l'image que là j'étais en train de partager, qui était qui est de CoinMap et qui est en fait l'ensemble des structures, magasins, boutiques, ATM, qui acceptent du Bitcoin en Europe. Alors, on a vu effectivement qu'il y avait un souci en France. Toi, de ton côté, Alexandre, dans les solutions de paiement et dans cette adoption, au niveau des pays de l'Est, comme on voit là, est-ce que tu as des points en fait qui te surprennent ou des points où tu dis, bah tiens, par exemple, là, on voit qu'il y a une certaine politique ou une effervescence d'un espèce de crypto-tourisme. Comment peut-on analyser cette map-là? Moi, il n'y a pas. Enfin, le fait qui ressort principalement, c'est celui qu'on a tous là au milieu de la figure. C'est qu'effectivement, la France est complètement absente et que il y a une forme de dorsale européenne qu'on a tous appris au lycée, avec des pays urbanisés, PIB par habitant plus élevé que l'Europe de l'Est, etc. Mais dans cette dorsale-là, bah, là, sur le coup du Bitcoin, il y a le Royaume-Uni qui aime bien les services financiers. Il y a Belgique, Pays-Bas qui aiment aussi bien les services financiers. Il y a l'Allemagne, alors même qu'il y a un attachement au cash qui est très fort en Allemagne. Il y a l'Italie où il y a un attachement au cash qui est assez fort aussi. Je crois que d'ailleurs, même Mélanie en a parlé récemment pour dire qu'il faut rehausser les seuils de paiement en cash, etc. Et il y a la France au milieu qui effectivement fait un peu cavalier seul et qui ne voit pas l'intérêt de ça. Mais ça me permet d'amener une autre explication qui, elle, est un peu plus malheureusement cynique à notre retard sur le sujet. Et c'est une explication tout simplement d'intérêt économique. C'est-à-dire que la France est un des pays où il y a l'oligopole bancaire est le plus concentré. Tu vas aux États-Unis, il y a 5000 banques. 5000 banques aux États-Unis. Tu vas en France, il y en a 5. Il y a 5 groupes bancaires. Voilà, c'est ça, tu as fait le tour, il n'y a rien d'autre. Donc, et ça, c'est pas un sujet Bitcoin, c'est un sujet innovation financière en général. J'aime bien prendre l'exemple des fintech hors Bitcoin pour expliciter ce propos. La France est quand même la nation qui a inventé la carte à puce. On a le prix du mégaoctet le moins cher d'Europe. On a les plus grosses institutions financières d'Europe. On pourrait se dire qu'on coche toutes les cases pour être les leaders mondiaux de la fintech et on est derrière la Roumanie. On a 2 licornes qui sont Conto et Lydia, 2 licornes qui partagent quelque chose en commun et que je vous dirai tout à l'heure parce qu'évidemment c'est pas tout à fait innocent. Mais une des raisons qui peut expliquer ce retard français, c'est que en fait certaines fintech qui se sont lancées dans les débuts des années 2010 n'ont pas pu opérer tout simplement pendant 10-15 ans. Pourquoi? Parce que comme tout le monde est chez un intermédiaire bancaire, vos données financières, elles sont à la banque. Donc si vous êtes une fintech qui veut proposer une application pour, je sais pas moi, faire des paiements, mieux gérer son budget, peu importe en fait, vous avez besoin d'accéder aux données bancaires. Le problème, c'est que la banque vous dit non. Vous n'accédez pas à ces données bancaires. Donc ça, si vous êtes sur un marché où il y a 350 banques de toutes les tailles, en fait, la concurrence fait son jeu. C'est-à-dire que si quelqu'un dit non, vous n'accédez pas, bah, vous allez dans la banque d'à côté. Quand vous êtes sur un marché avec 5 banques qui contrôlent tout le marché, ça marche moins. Et donc, en France, par exemple, bah, donc c'est le cas aussi en Europe, mais les banques françaises sont assez présentes quand même en Europe. On a eu ce sujet de qui peut accéder aux données bancaires. Les banques ont dit c'est mort, vous n'y accédez pas. Qu'ont fait les fintechs? Bah, elles ont fait du scrapping. Donc, elles ont pris vos identifiants de connexion et elles vous demandaient ces identifiants pour se connecter à votre place. Les banques ont dit ça ne va pas le faire le scrapping et on va rendre ça illégal. Bataille juridique, le RGPD passe par là et dit en fait les données bancaires ce ne sont pas les données de la banque, ce sont les données des clients. Et si le client consent, bah, vous n'avez pas le choix que de permettre aux autres d'accéder à ces données-là. Sauf que les banques font, bah, c'est mort, si on fait ça, on veut bien mettre en place des API, mais par contre on rend illégal le scrapping. Donc hop, rebelote, vous venez de perdre 5 ans d'avancement avec votre fintech, il faut recommencer à zéro. Sur la seule promesse que les banques vont se mettre en conformité d'ici 2 ans de mise en place, plus 2 ans de mise en conformité, plus 1 an de réaction du législateur. Donc on arrive vers 2018, 2019, 2020. 2020, que font les fintechs? Bah, du coup, elles essayent de se connecter aux API. Ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté quand vous avez des fintechs que vous utilisez une fois sur deux, ça se déconnecte du service bancaire toutes les semaines, etc., etc. Que disent les banques? Elles disent, attendez, moi, on m'a demandé de mettre des API, mais personne ne m'a dit qu'elles devaient être fonctionnelles. Et donc, ce n'est pas une blague. Nous avons la DSP 3
qui est en train d'être discuté au niveau européen, dans lequel il y a une mention du fait que les API doivent être fonctionnels. Donc, nous, on a perdu 15 ans. Donc, le français moyen, est-ce que tu crois qu'il est chez une fintech française? Pas du tout. Il est chez Robinhood, il est chez Revolut, il est chez Square, il est chez PayPal, il est chez... bien sûr. Tu peux, mais pas des Français. Alors, les 2 seules licornes qui ont réussi à émerger, elles ont en commun que pour leur business model, elles n'ont pas besoin d'accéder aux données bancaires. Lydia n'a pas besoin des données bancaires, c'est de la carte de paiement. Et Conto a refait un compte à côté. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une corrélation aussi très forte. Évidemment, je prends l'exemple des fintechs pour dire que ce n'est pas qu'un sujet Bitcoin, mais dès que Bitcoin arrive, et j'avais déjà noté cette hypocrisie-là en France, je rappelle que Kraken a un compte bancaire en Allemagne depuis 2016, chez une filiale de BPCE. Mais BPCE n'ouvre pas de compte en France. Ouais, c'est ça. Donc c'est une hypocrisie totale qui fait que, évidemment, l'oligopole bancaire français s'achète 5 ans de tranquillité, sachant que le prix à payer, c'est la liquidation de la souveraineté financière et numérique française pour les 25 prochaines années. Mais c'est pas grave, elles n'auront pas à le payer, puisque si jamais elles font faillite, le contribuable le paiera. Donc il n'y a aucun problème à ne pas innover en France, puisque soit tu innoves, tu prends des risques et tu n'en attires pas forcément les bénéfices, soit tu n'innoves pas, et si jamais ça se passe mal, c'est pas grave, quelqu'un te renflouera. Donc, il y a aussi cette variable-là en France, au-delà de l'aspect culturel, politique, financier, etc., qui est que la France est particulièrement concentrée et que, comme tout oligopole, forcément, l'innovation, ça se passe un peu moins bien dans un contexte oligopolistique qui, en fait, est devenu trop puissant et donc, aujourd'hui, est en situation de prendre la France en otage sur un certain nombre de sujets. Évidemment, si BNP fait faillite, la France fait faillite. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, la France ne peut pas se permettre qu'une banque qui gère plus que le PIB de la France fasse faillite. Donc, ça ne marche pas. Et effectivement, la présence en fait de ces acteurs-là crée une certaine résistance, une certaine forme d'inertie qui est difficile à mettre en place. Tu as dit quelque chose aussi qui était très intéressant, qui était la notion de prise de risque. J'avais publié il n'y a pas longtemps un pourcentage qui est assez cocasse, qui expliquait que 8% des Français, c'était un peu plus longtemps, avant le Covid et tout ça, donc ça a à mon avis dû beaucoup changer depuis, mais que 8% des Français étaient leurs propres patrons, auto-entrepreneurs, patrons, profession libérale. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, 92% du reste étaient salariés. Et en fait, ou fonctionnaires. Voilà, tout à fait. Et en fait, la particularité, c'est quand on interrogeait les gens, donc il y avait un sondage, les gens trouvaient que 8% c'était merveilleux, que c'était la Startup Nation, alors que c'est un des pires taux mondiaux. Enfin, tous les pays européens sont au-dessus, la Tunisie est à 22%, bref, voilà. Et en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que la prise de risque, et même d'une certaine manière, on n'est pas confortable avec la prise de risque dans notre cercle familial, dans notre cercle sociétal, alors que globalement, il y a quand même des grandes choses qui nous facilitent la création entrepreneuriale. Et ce qui est amusant, c'est que ce 8%, c'était cristallisé avec le 8% de détenteurs de crypto en France. Et j'avais trouvé, tu vois, il y avait l'espèce de truc de me dire, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu comme disait Rothschild, tu vois, c'est qu'il y a un espèce de point critique, un point de bascule, mais il y a une population qui, 8%, fait ce qu'elle veut, et peut-être qu'elle se les retrouve d'une certaine façon, tu vois. Et donc, j'avais trouvé ça assez amusant. Tu peux retrouver la même dichotomie dans un chiffre parfaitement officiel, qui est celui de la détention d'actions. En France, c'est 6,7%, aux États-Unis, c'est 50%. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la prise de risque qui est valorisée. Après, je fais toujours les deux côtés de la médaille. Hein. Le fait qu'on soit un peuple qui n'aime pas la prise de risque favorise l'inertie, mais donc favorise aussi la résilience. On était une des nations les moins exposées lors de la crise de 2008, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est toujours les deux côtés de la médaille. Le problème, c'est que du coup, évidemment, alors pour moi, c'est aussi un problème européen, c'est pas que français, c'est qu'on a rajouté par-dessus ça une superstructure qui est l'Europe. Et l'Europe, malheureusement, ne sait pas se penser autrement que comme un marché de consommation. Et donc, l'agent économique favori de l'Europe qu'il faut toujours protéger et favoriser, c'est le consommateur. Et si ça se fait aux dépens de l'industrie, des employeurs, des salariés, de tout ce que tu veux, c'est pas grave. L'objectif, c'est que les prix soient bas pour le consommateur. Alors, le fait que les salaires ne suivent pas, qu'on soit complètement hors de la course, que les industries s'en aillent, etc., ça, c'est pas le sujet de l'Europe, on s'en fout, parce qu'il faut la concurrence pure et parfaite, il faut certainement pas faire des conglomérats importants au niveau européen, il faut certainement pas favoriser par du protectionnisme ou par des mesures X, Y, Z, il faut que le consommateur puisse être le roi. Et on le retrouve sur la crypto aussi. Tout le monde n'a à la bouche que le mot consommateur. Il faut protéger le consommateur, il faut protéger le petit Amaury, hein, pour reprendre les termes d'une eurodéputée, le pauvre petit Amaury qui a perdu de l'argent sur FTX, le pauvre, du coup il faut le protéger. Et comment on le protège ? En l'envoyant aux Bahamas. Formidable, il est protégé de ouf ce mec.
Mais voilà, mais on a perdu de vue le fait que il y a aussi une idée de timing et qu'il y a aussi un arbitrage à faire avec l'emploi, la souveraineté, etc. Et que effectivement, le corollaire d'avoir Coinbase aux États-Unis depuis 2012, c'est qu'il y a eu plus d'Américains qui se sont fait avoir sur FTX ou sur les cryptos. Mais la partie intéressante de la médaille, c'est que du coup, Coinbase, c'est 100 millions d'utilisateurs, 40 milliards de valo, et qu'a priori, on a ici un champion pour les 25 prochaines années. Et ça, on ne l'a pas en France, malgré le fait qu'on avait des plateformes qui étaient là depuis un peu plus longtemps. C'est vrai. Je reviens Après, désolé, Vas-y. Jérémy. Vas-y, Virgile. Si je peux me permettre, l'éducation financière empêche d'avoir des consommateurs. Et c'est pour ça que l'Europe gagne à ne pas éduquer financièrement sa population. Et c'est justement, ça rejoint une question de Silver Defiant qui avait posé une question par rapport à ça. Où, pour donner un exemple, dans les années 20 ou les années 30, on avait déjà des cours sur l'éducation financière en primaire. Aujourd'hui, l'éducation financière a totalement disparu des programmes. Donc forcément, si on n'a pas les bases de qu'est-ce que c'est la monnaie, qu'est-ce que c'est qu'un marché financier, etc., forcément, on a beaucoup plus de mal à saisir l'intérêt de diversifier son patrimoine ou même d'acheter d'autres actifs, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal avec l'adoption des cryptos chez nous. C'est comme ça qu'on crée aussi des gens qui vont sur Twitter et qui disent j'ai littéralement un master en économie monétaire, donc ferme ta gueule. Voilà. C'est assez logique de ce que tu racontes. Hein. Le problème, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vers la fin du XXe siècle, le numérique, l'irruption du numérique a fait que tout le monde a substitué la possession propre par la créance chez un intermédiaire bancaire. Et une fois que tu as fait ça, en fait, effectivement, l'éducation financière a moins de sens, puisqu'on va essayer de te faire passer le message que c'est un sujet important pour des gens en cravate et que si tu donnes ton argent à la banque, t'inquiète pas, ils vont le gérer pour toi et tout va bien se passer. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Donc, l'éducation financière, évidemment, a été sacrifiée sur cette chose-là. Après, je ferai une toute petite précision quand même, c'est que c'est un argument que je trouve moins fort, parce que c'est un argument qu'on peut sortir sur tous les sujets. Et en fait, le problème de l'éducation, c'est qu'à la fin, un élève, il a X heures par jour, et que si tu me dis il n'y a pas d'éducation financière, je vais te demander qu'est-ce que tu supprimes. Et le problème, c'est que tout le monde y va de son truc. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent il n'y a pas d'éducation écologique, il n'y a pas d'éducation à la santé, il n'y a pas d'éducation à la malbouffe, il n'y a pas d'éducation financière, il n'y a pas Ouais, mais en fait, la journée, elle ne fait pas 36 heures. Donc, l'enfant, à un moment donné, il va falloir déterminer ce qui est plus important que le voisin. Et donc ça, c'est un argument qui est toujours, moi je suis toujours un peu mal à l'aise avec, parce que même s'il est vrai, on n'a pas d'éducation financière particulièrement, le problème c'est que moi, la question que j'ai tout de suite envie de poser après, c'est ok, mais tu supprimes quoi? Ouais. Typiquement, c'est la question qui arrive juste pour parler d'actualité. Il y a les cours d'empathie qui ont été annoncés par Gabriel Attal hier. Les cours d'empathie vont remplacer quoi? Oui. Mais même c'est parfait. Ce que tu dis est effectivement parfait, c'est que il y a beaucoup de gens pour lesquels l'éducation à l'empathie a disparu de l'école, c'est scandaleux, c'est ce qui explique le harcèlement, c'est ce qui explique. Donc il nous faut des cours d'empathie. Que fait le monde politique? De la communication, comme très souvent, on va rajouter des cours d'empathie. On laisse les profs se démerder avec ce problème-là. De toute façon, on les paye plus et on s'en fout. Et ils vont bien se démerder pour trouver une solution. Voilà. Mais évidemment, ce sera très probablement un échec, comme la quasi-totalité de ce qui se passe dans ce monde-là depuis un certain temps. Mais voilà, c'est pour ça. En fait, d'une certaine façon, là, ce qu'on est en train de se dire sur l'éducation financière, il y a un risque que ça conduise au même genre de truc. À quelqu'un qui annonce un jour, on va remettre de l'éducation financière, puis en fait, ce sera le vendredi à 19h30 de manière optionnelle et que pour les élèves qui ont choisi de faire je sais pas quoi. Et on fait dire ce qu'on veut à l'éducation financière. Si tu as une éducation financière complètement libérale, en fait, tu vas rentrer dans les clous de l'éducation libérale. Enfin, genre, je veux dire, j'ai eu des cours d'éducation financière donnés par un des rédacteurs du programme financier de François Fillon en 2017. Bon, c'était pas des cours qui prônaient une démocratie pure et parfaite sur tous les points de vue.
Après, il n'est pas spécialement libéral, l'ami Fillon, sur plein de sujets, mais bon. Non, il est sur certains points conservateur. Juste aussi, que comme c'est une émission d'actu, moi j'aime bien rappeler ça, et c'est très bien parce que tu en avais parlé aussi au début. On a l'impression, en effet, en France, que les gens croient que Bitcoin, c'est un actif purement spéculatif, alors même qu'il y a des cas d'usage extrêmement intéressants, et des cas d'usage qui sont liés à Bitcoin et à la propriété qu'a Bitcoin d'être en dehors d'un système centralisé. En fait, là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps l'information comme quoi le Nigeria, par exemple, qui est un pays qui voit sa monnaie complètement dévaluée, le Naira complètement dévalué, voire par contre son usage en termes de transactions sur Bitcoin complètement augmenté sur l'année. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour pas mal de pays qui voient en fait leur monnaie dévaluée. Donc, comme quoi, Bitcoin a des cas d'usage, et Bitcoin a des cas d'usage notamment quand les personnes comprennent que leur monnaie a Oui. un intérêt qui commence à Mais s'essouffler. le corollaire de ça, et en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est que, j'allais dire peut-être key takeaway pour parler français aux gens qui nous écoutent. La France est extrêmement particulière pour un certain nombre de raisons, culturelles, historiques, politiques, financières, etc. Donc, si vous êtes dans une situation où vous devez expliquer l'intérêt de Bitcoin à un Français, en fait, partez du postulat qu'il ne sait pas qu'il y a un problème à résoudre. Et donc, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est de passer beaucoup plus de temps à expliquer le problème sans parler de Bitcoin. On s'en fout de Bitcoin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sais-tu que l'inflation existe? Sais-tu comment la monnaie est créée? Sais-tu que nous sommes dans une fuite en avant? Sais-tu qu'il y a eu 2 fois la masse monétaire sur la période Covid? Sais-tu que nous n'avons plus la possession car les banques sont omniprésentes? Sais-tu de ce qui se passe, par exemple, au Liban, mais aussi à Chypre, mais aussi en Grèce? Tiens, ça se rapproche, etc., etc. Une fois que tu as bien défini le problème, tu l'as circonscrit et qu'en fait, tu as agréé avec la personne qui t'écoute qu'il y a un problème, ce problème existe et que du coup, elle est un peu perdue en mode c'est vrai, il y a un problème, mais il n'y a pas de solution. Connais-tu Bitcoin? Et en fait, là, je fais le même constat d'ailleurs sur la partie écologie et Bitcoin, c'est que si tu arrives en disant Bitcoin et l'écologie, en fait, terminé, la porte est fermée. Si Ouais. tu dis il y a un problème d'écologie, sais-tu que le système monétaire actuel favorise la consommation, donc il y a une incohérence systémique entre le système monétaire et les objectifs climatiques. Normalement, tu crées une erreur 404 chez la personne qui fait ouais, c'est vrai, il y a une incohérence, mais comment on s'en sort? Et une fois que tu as agréé qu'il y avait un problème, là, tu peux parler de Bitcoin parce que la personne, elle est confrontée à un dilemme, c'est soit elle passe pour un con en disant ah bah non, en fait, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, tu fais bon, ok, donc en fait, tu es malhonnête intellectuellement. Soit elle est obligée de te suivre parce qu'elle a agréé qu'il y avait un problème, donc elle cherche une solution. Et si elle cherche une solution de manière honnête, bah en fait, elle va t'écouter au moins proposer quelque chose. Donc voilà, wrap-up, résumé, et quand vous parlez à un Français, partez du postulat qui ne sait pas qu'il y a un problème. Complètement. Et du coup, ça nous permet de faire une belle transition. Merci Alexandre de me l'avoir si joliment préparé vers notre deuxième sujet, qui est Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique. Alors, il se trouve que tu as écrit un article pile poil sur ce sujet. Quelle étrange coïncidence. Mais alors, effectivement, en guise d'introduction pour ce sujet, on entend parfois l'idée que Bitcoin détruirait le climat, consommerait des quantités de ressources abominables. On a eu des comparaisons avec, alors je ne sais plus à quel pays on en est rendu, mais l'équivalent de la consommation électrique de insérer ici votre pays préféré, la Suisse, le Venezuela, les Pays-Bas. Je ne sais plus à quel pays on en est, j'ai pas suivi. Mais que bref, Bitcoin est un désastre écologique. Et toi, tu nous dis peut-être que non. Alors, j'aimerais bien savoir sur quoi tu te bases pour nous dire que peut-être que non. Je me base sur 2 angles d'analyse. Le premier est systémique et j'allais dire moral ou social ou économique. Le deuxième est plus opérationnel, et c'est les parties 2 et 3 de mon article. Sur la partie systémique, pour moi, c'est l'éléphant dans la pièce. Et c'est donc, comme je le disais, c'est de partir du problème. J'allais dire, j'ai fait l'erreur d'appeler l'article Bitcoin : une solution contre-intuitive au changement climatique. En fait, j'aurais jamais dû en parler dans le titre. Mais ça, bon, j'allais dire trop tard, hein, je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Mais en fait, toute la première partie de l'article est une analyse qui n'a pas besoin de Bitcoin. Je pars du système actuel. Je dis historiquement, c'est construit comme ça. Il y a Bretton Woods, il y a 71, l'abandon de l'étalon or, la fuite en avant, la dette toujours plus, la création d'un système inflationniste où l'inflation est la cible. C'est pas un bug, c'est une feature, c'est une fonctionnalité. Or, l'inflation, c'est parfaitement accepté qu'elle est là pour favoriser la consommation.
parce que la consommation fait partie du PIB. Donc, vous avez bien conscience que si vous acceptez l'idée que selon le GIEC et d'autres organismes, il n'y a aucun scénario dans lequel on atteint nos objectifs sans un volet sobriété important, bah, vous comprenez bien que si le système monétaire ne permet pas la sobriété, on ne peut pas atteindre nos objectifs dans le système monétaire actuel. Et donc ça, c'est une critique, c'est rien à voir avec Bitcoin. On peut porter cette critique, et d'ailleurs, je pense que les milieux écologistes devraient s'en saisir plus, quitte à proposer autre chose que Bitcoin. C'est ce que fait Donc là- Dufresne. Il est beau ne pas être d'accord avec lui, il propose quelque chose d'autre en disant le système monétaire ne va pas. Alors Ce moi, que tu es mon en train de problème nous avec dire, c'est que c'est même pas des questions de gérer les intermittences d'énergie ou faire Non. du flaring. T'es même pas en train de développer cet argument qu'on entend ça, parfois c'est la partie 2 et 3. C'est justement, c'est quand je rentre dans l'opérationnel. C'est que mon raisonnement en entier, c'est de dire d'abord, il y a un problème, et il faut qu'on agrée sur le fait qu'il y a un problème, sinon ça sert à rien de dire la suite. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de si je te solution. suis bien, ce problème, c'est que par design, l'économie monétaire telle qu'elle est construite actuellement, finalement, elle est conçue pour la croissance et elle est conçue pour l'inflation. Et que si on a effectivement ces problèmes de besoin de sobriété, si on veut éviter la catastrophe climatique, on ne peut pas le faire avec le système monétaire tel qu'il est conçu actuellement. C'est ça ton propos. C'est ça le problème, mais j'insiste sur un certain nombre de points pour dire que c'est un gros problème. Parce que typiquement, je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup de gens pour lesquels je dis, vous savez, on a une cible de 2% d'inflation, donc c'est pas possible de faire de la sobriété. Il y a beaucoup de gens qui répondent, bon, enfin 2%, c'est pas ça qui m'empêche d'épargner. 2%, c'est rien. Et moi, dans ma tête, je suis là, bah, en fait, si, vous ne vous rendez pas compte, c'est beaucoup. Et donc, j'ai besoin j'ai besoin non seulement de dire systémiquement c'est un problème, mais c'est de dire systémiquement c'est un problème, et il est important ce problème, il est même prioritaire. Et donc ça passe par dire, bah, en fait, vous savez que 2%, là, comme ça, facialement, ça n'a pas l'air beaucoup. Dans la réalité, si vous êtes à 2, à 3 ou à 4, en fait, vous perdez la moitié de votre patrimoine tous les 5-6 ans. C'est beaucoup. Donc, c'est pas rien. Quand vous passez à 10, 20, etc., bah, vous vous retrouvez dans une situation comme le Venezuela où en fait, vous allez faire des sacs à main avec vos billets parce que ça ne vaut rien. Et en fait, utiliser cet exemple du Venezuela comme je le prends, ou de l'Argentine comme je le prends en introduction, en fait, c'est un vecteur pédagogique que j'utilise souvent, qui est de dire pour comprendre si la personne elle a un problème de compréhension qui relève du curseur ou qui relève du concept, de l'essence, en fait, ce qui est toujours intéressant d'aller sur l'extrême. Je prends un cas extrême. Je dis, voilà, le Venezuela, c'est la merde, c'est l'enfer total. Si tu comprends que c'est la merde totale avec 2 millions de % d'inflation, alors en fait, c'est un problème. Le débat qu'on va avoir est un problème de curseur. C'est pas un problème de concept. C'est que tu comprends qu'il y a un problème au fait qu'il y ait de l'inflation quand il y en a 2 millions de %. Donc maintenant, mon objectif pédagogique vient radicalement de changer, puisque je ne cherche plus à te convaincre que c'est un problème. Je cherche à te convaincre que c'est un problème lorsque le curseur est à 2 aussi. Et donc, partant de là, je dis 2 millions de %, c'est un problème. Mais en fait, quand tu ramènes, la dynamique reste la même à 2%. C'est juste qu'elle est moins forte, mais ça reste la même. Et j'insiste en disant que ce qui est bizarre, c'est que dans la finance, on remet en question un certain nombre de choses, la quasi-totalité des choses sous l'angle RSE, l'origine des fonds, la destination des flux, la dette, les points de trucs, enfin tout est analysé sous l'angle RSE. Mais on a un élément au milieu qui est utilisé par tous les agents économiques, toute la journée, partout dans le monde, pour toutes les transactions, qui est la monnaie, et qui, lui, n'est pas remis en question. Et donc, j'interroge en disant, mais pourquoi? En fait, si si tu me dis 2% sur la monnaie, c'est pas grand-chose, alors arrête de casser les pieds sur l'investissement de BNP au Rwanda qui fait 1,5% pour un pipeline. En fait, c'est la logique de ce que tu me dis. Je pense que 2% d'inflation sur la monnaie en termes de comportemental a plus d'impact que de vérifier la partie RSE d'une banque en particulier sur un projet en particulier. Donc, tout ça est la première partie de l'article où je dis il existe un problème et ce problème est vraiment emmerdant. Ça nous concerne tous, tout le temps, et c'est même plus que monétaire, c'est anthropologique parce que c'est notre rapport au temps qui vient d'être altéré. On va privilégier le court terme, on va privilégier la consommation, et ce qui est chiant, c'est que ça affecte tout le monde. Et donc, tu vas aussi créer des problématiques sociales, de mimétisme. Si tout le monde autour de moi consomme H24, en fait, moi, je vais être incité à consommer aussi. Parce que je ne veux pas être le seul con qui épargne et qui se fait voler 5% de son argent tous les ans. Donc, ça, c'est la première partie. On a un problème et donc nous cherchons une alternative. Comment je fais la transition avec les alternatives? Je dis d'abord l'alternative spontanée,
ça va être de dire, en fait, revenons à l'or. Spontanément, c'est ce que se dirait une personne, c'est de se dire, bon, vu que le problème, c'est qu'on est loin du monde physique, revenons sur le monde physique, l'or, et ça y est, on a réglé nos problèmes. Et moi, je dis deux choses. Je dis, l'or n'est pas adapté au monde numérique. Ça ne circule pas sur Internet. Donc, a priori, tu vas devoir remettre un intermédiaire financier dans la boucle pour stocker ton or et créer de l'or papier. Hop, tu retournes sur le problème des réserves fractionnaires, donc sur la dette, donc sur l'inflation. Et en fait, du coup, tu n'as pas réglé ton problème. Et deux, c'est que l'or, en réalité, c'est hyper polluant. Et donc là, j'explique qu'il y a des coins entiers de nature vierge qui sont complètement ruinés pour les 100 prochaines années, parce que pour aller chercher des pépites d'or, on balance du mercure, du cyanure, etc. dans l'environnement. On a quand même eu un débat en France sur est-ce qu'on rase la Guyane pour aller chercher de l'or. Et je rappelle aussi dans mon article qu'en France métropolitaine, le site le plus pollué, c'est une ancienne mine d'or. Et ça a des conséquences encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arsenic dans la nature qu'on retrouve des niveaux d'arsenic élevés chez les enfants de la région, dans l'eau qu'ils boivent. Donc, c'est pas juste conceptuel de dire ça pollue l'or. C'est où cet endroit charmant que je me le note pour ma destination Si tu prochaine fais vacances? CTRL F, la mine s'appelle la mine de Salsigne. Donc, si tu mets SAL, SIGNES, je crois que j'en parle dans mon article en disant que la mine de Salsigne a été renommée par les habitants de la région la vallée de l'arsenic, si ça t'intéresse. Voilà, donc c'est très charmant. Mais on retrouve des taux d'arsenic dans les enfants de la région. Voilà, donc après, voilà, si ça emmerde pas les écolos de mettre de l'arsenic dans la nature, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que spontanément, on pense à l'or, et moi je dis l'or, c'est pas adapté, c'est pas idéal. Une fois que j'ai déconstruit cette solution spontanée, là j'introduis le fait qu'il y a une solution à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui s'avère être similaire à de l'or dans le monde numérique. Et donc là, j'attaque tout de suite, effectivement, les problèmes qu'on va souvent mentionner en disant que non seulement c'est une solution aux problèmes systémiques, mais en plus, je vais essayer de vous montrer que d'un point de vue opérationnel, c'est aussi vertueux. Et donc là, j'attaque le sujet de l'équilibrage des réseaux électriques, que je laisserai chacun découvrir, et le problème du gas flaring, où je dis, même dans certains cas, on a une empreinte négative en carbone, parce qu'on va retirer du méthane de l'atmosphère, et que c'est quand même ce que dit l'ONU, c'est notre premier combat à court terme, c'est d'aller choper ce méthane parce que c'est le pire du pire du pire du pire en termes de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est tout l'argumentaire que je déroule. Alors forcément, ça prend une heure de lecture, mais en tout cas, c'est comme ça que je cherche à l'amener. Mais en conclusion de mon propos, c'est que ce que j'ai constaté malheureusement avec cet article, en version très simple, c'est que j'ai convaincu des convaincus. Et que tous ceux que j'ai réussi et que j'ai essayé d'amener dans le secteur Bitcoin en passant par cet angle écologique, en fait, j'ai fait l'erreur du coup, je vous ai dit de ne pas faire, à savoir que j'ai mis Bitcoin au début. Et donc, du coup, tout le monde est fermé. Naturellement, les écologistes arrivent sur le sujet en voyant Bitcoin, terminé, au revoir, je ne veux pas lire la suite, c'est de la merde, je ne veux pas en entendre parler. Et c'est tellement vrai que maintenant, j'allais dire, même ma personne est polluée d'une certaine façon, parce que quand j'ai fait ma tribune dans Le Monde en juin, qui a suivi cet article, et qui partait du constat que je vous dis là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en mettant Bitcoin, c'était contre-productif. Donc ma tribune dans Le Monde ne parle pas de Bitcoin, pas à un seul endroit. Il n'y a pas le mot Bitcoin nulle part. Je parle juste de la première partie de ma tribune en disant le sobre est le mouton noir de l'économie moderne. On ne peut pas avoir des objectifs de sobriété dans le système monétaire actuel, donc il faut se poser la question, point. Je ne dis rien d'autre. Tu vas voir les tendu la main à Dufresne en lui disant écoute, je ne t'impose pas de solution, camarade, réfléchissons ensemble aux meilleures possibilités, quoi. Mais en tout cas, je ne parle pas de Bitcoin à aucun endroit. Et pourtant, dans les commentaires du Monde, tu vas avoir la moitié, c'est il nous refourgue son truc, il veut gagner de l'argent, il a du Bitcoin, il vous refourgue son machin. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Donc c'est pour ça, je vous dis, ne faites pas la même erreur, ne parlez pas de Bitcoin. Si votre nom n'est pas encore pollué par le mot Bitcoin, ce qui est mon cas, en fait, profitez de ça pour avancer en cheval de Troie et ne pas parler de Bitcoin. Si je peux me permettre, c'est vrai que nous, chez Alira, on enseigne la blockchain de manière très générale, et donc les blockchains. Sachant qu'on fait des focus sur Bitcoin, qu'on fait des focus sur Ethereum, tu as eu une tendance à proposer le Bitcoin assez rapide. Qu'est-ce qui fait que ton envie, c'est de parler de Bitcoin plutôt que des technologies blockchain, plutôt que des technologies de manière plus agnostique éventuellement? Il y a une volonté? Oui, il y a une volonté. Enfin, il y a surtout, je dirais, une compréhension de ce que ça représente. Le sujet blockchain, pour moi, est un non-sujet, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le terme existe depuis 1982 et qu'on n'en a rien fait en 40 ans. Donc, c'est que c'est pas si innovant que ça.
et que la chose qu'a apporté Satoshi Nakamoto n'est pas une innovation technique. Satoshi, il a pris des trucs qui existaient, la cryptographie asymétrique, le pair à pair, la blockchain, tout ça existait depuis très longtemps. L'innovation de Satoshi, c'est la rémunération des mineurs qui permet de manière, on va dire, agnostique, en tout cas neutre, de rémunérer les gens pour participer à la sécurité du réseau. Et c'est ça qui fait que le réseau est incensurable et décentralisé. C'est pas la blockchain. La blockchain, encore une fois, en 82, on savait faire et ça n'apportait pas ce qu'apporte Bitcoin. Donc il y a le sujet blockchain qui, pour moi, est un sujet qui est non seulement pas très utile, mais qui en plus est néfaste. Alors je vous dis ça en ayant moi-même appelé ma boîte Blockchain Partner, donc je m'auto-flagelle dans l'opération. Mais une des raisons pour lesquelles on avait appelé ça Blockchain Partner, et d'ailleurs, pour l'anecdote, je faisais partie des fondateurs qui n'étaient pas d'accord avec ce nom et je ne voulais pas qu'on s'appelle comme ça, mais il se trouve que j'étais dans minorité, notamment tout seul. Donc forcément, voilà, pour l'anecdote, je voulais qu'on s'appelle Beyond. On ne s'est pas appelé Beyond, on s'est appelé Blockchain Partner. En tout cas, moi, je ne voulais pas qu'on s'appelle Blockchain Partner parce que ça mettait blockchain en avant et que ça a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'était que du coup, on était cornerisé sur le sujet blockchain, c'est-à-dire que si les mentalités évoluaient, on ne pouvait plus traiter les sujets qui en découlaient. Et le deuxième problème, c'était que ça donnait tout de suite une teinte à notre discours. C'est-à-dire que quand tu dis blockchain, je vais le faire en version très simplifiée, mais quand tu fais du conseil, si je te dis blockchain, la personne en face va me dire voilà le DSI, vous pouvez lui parler. Si je vous dis crypto ou Bitcoin, en fait, je ne parle pas aux mêmes personnes. Je parle éventuellement à la direction de l'innovation il y a quelques années, maintenant plutôt la direction stratégie ou la direction exécutive. Mais si je dis blockchain, on va m'orienter vers le DSI. Parce que c'est un sujet technique. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie de parler au DSI. Le DSI, si je lui parle, il y a une probabilité non nulle pour qu'il dise je vais faire ma blockchain en interne, ce qui sert à rien. Donc je ne veux pas parler à cette personne-là. J'ai rien contre les DSI, et pardon s'il y en a parmi qui nous écoutent, mais c'est juste que moi, d'un point de vue business, c'était pas mon client. Donc on a lutté contre ça pendant un certain temps parce que nos clients, pendant très longtemps, étaient les DSI, auxquels il fallait faire comprendre à coup de POC que, en fait, là, vous venez de faire un testnet blockchain privé. C'est formidable, ça sert pas à grand chose. Il faut passer sur du public, les gars, maintenant. Sauf que passer sur du public, ça veut dire crypto, ça veut dire interaction avec le monde extérieur. Et donc là, c'est plus des problématiques techniques, c'est des problématiques sociales, c'est des problématiques stratégiques. Donc moi, il faut que je change d'interlocuteur. Donc je ne parle pas de blockchain parce que même d'un point de vue pédagogique, c'est néfaste parce que si vous arrivez vers quelqu'un et vous lui dites c'est super la blockchain, en fait, son cerveau se braque et se dit oulala, il me parle d'un terme technique, je vais rien biter. Et donc, qu'est-ce que tu me racontes? Et d'ailleurs, si tu parles de blockchain, tu vas peut-être avoir une inclination naturelle à vouloir introduire des concepts techniques, à vouloir parler de cryptographie, à vouloir parler de blocs, à vouloir parler de chaînes, à vouloir parler de hash. On s'en fout. Le français moyen n'en a rien à foutre du hash et des chaînes et de tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que moi je parle pas de blockchain. C'est que vraiment la blockchain, c'est pour moi, c'est et si certains étaient sur CryptoFR en 2015, constateront mon changement de discours là-dessus, puisqu'en 2015 je disais l'inverse. Je disais aux gens qui étaient dans Bitcoin que Bitcoin fermait les esprits et que donc du coup il fallait passer par le cheval de Troie blockchain. Ce qui était plus vrai à l'époque et ce qui est moins vrai aujourd'hui. Donc bref. Pour les sujets crypto, ensuite, c'est ce que on s'est dit avant dans l'antichambre, mais c'est que je considère, en tout cas c'est mon avis, chacun pense ce qu'il veut, mais que le Bitcoin est politique et que le reste est financier. Alors c'est une version simplifiée, hein, on pourra me dire les NFT, c'est pas forcément financier, etc. Mais en gros, si on fait une très grosse cartographie, Bitcoin est tout seul sur son créneau. Bitcoin a des enjeux géopolitiques, Bitcoin a des enjeux écologiques, Bitcoin a des enjeux de souveraineté, Bitcoin a des enjeux monétaires. Ethereum n'a pas d'enjeu de ce genre-là. Ethereum propose un autre système financier sur lequel on va pouvoir faire du prêt, de l'emprunt, etc. Mais ça n'aura échappé à personne que l'emprunt existait avant Ethereum, qu'on va pouvoir le faire peut-être d'une manière meilleure, plus liquide, plus décentralisée, plus tout ce que tu veux. Mais ça n'a pas cet enjeu, tu vois, ça ne pose pas la question de comment on commerce avec l'Iran, par exemple. Ouais, mais... évidemment politique. Et du coup, c'est le point où, en fait, moi j'aime bien essayer d'imaginer un futur où on peut voir, on peut imaginer un flippening, le terme classiquement utilisé pour parler du fait que la valorisation complète d'Ethereum passe devant celle de Bitcoin. Peut-être qu'à un moment, Ethereum deviendra l'enjeu politique. Et à ce moment-là, en fait, on n'aura même plus la discussion sur l'écologie et comment faire en sorte d'avoir une solution contre-intuitive au changement climatique, puisque Ethereum sera lui-même assez neutre, en tout cas énergétiquement parlant. Donc peut-être que pousser Ethereum est plutôt une bonne solution. Ethereum ne remplit pas les conditions parce que la plus-value de Bitcoin, et c'est ce qui fait que c'est chiant pour les devs, ça je le sais, c'est-à-dire que quand vous êtes dev, Bitcoin c'est le truc le plus chiant du monde, parce qu'il ne se passe rien.
Il se passe Entre, rien du tout. entre guillemets, hein, après, si vous voulez faire de la R&D, tarot, machin, si. En gros, le problème de Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit c'est super chiant, soit vous êtes le dernier cryptographe mathématicien et vous êtes au taquet sur tarot et taproot. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Sur Ethereum, c'est la fête pour les devs parce que vous retrouvez du code, vous retrouvez du smart contract, vous retrouvez du Solidity, il faut apprendre un nouveau langage, vous faites des trucs. Donc, je jette pas la pierre. D'un point de vue technique, c'est parfaitement normal de préférer Ethereum, voire de préférer d'autres blockchains, parce qu'il y a cet aspect programmable. Mais je le réitère, pour moi, ce n'est pas une innovation technique. Ce qui fait la force de Bitcoin, c'est pas qu'on puisse faire de la preuve formelle. Je m'en fous de la preuve formelle. C'est le fait que les gens l'utilisent. C'est le fait que ce soit inerte. C'est ça, c'est ça qui est contre-intuitif, c'est que Bitcoin a de la valeur parce que c'est inerte, parce que j'ai la preuve que personne ne pourra y toucher. Sur Ethereum, je n'ai pas cette preuve. J'ai d'ailleurs même plutôt des C'est à antipreuves. nuancer, mais oui. C'est-à-dire que on peut faire un hard fork tous les ans, on peut changer la politique monétaire plusieurs fois, on peut changer de protocole de consensus, on peut changer le staking qui devient en fait du liquide, en fait pas du liquide. Enfin, en gros, tu peux changer un certain nombre de paramètres un peu trop rapidement pour qu'on puisse mettre en avant la valeur ajoutée que c'est inerte. Est-ce que ça n'a pas de valeur ajoutée? Non. C'est juste que c'est pas le même cas d'usage. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai dit en introduction, Bitcoin est tout seul sur son créneau. Ethereum n'est pas en concurrence avec Bitcoin. Ethereum est en concurrence avec Tezos, Solana, BNB, tout ce que tu veux. Et j'ai d'ailleurs dit, Bitcoin a déjà gagné sur son créneau. Et pour moi, Ethereum a aussi gagné sur son créneau. Ethereum est 40 fois devant la deuxième blockchain programmable. Et comme c'est la liquidité et le nombre de développeurs et le nombre de gens sur le réseau qui fait la sécurité et qui fait l'entrain et qui fait, etc., en fait, sauf cataclysme, c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un d'autre, mais c'est que la thèse d'investissement sur une chaîne alternative à Ethereum, elle est hyper faible parce qu'il faut que tu aies simultanément un cataclysme sur Ethereum et que ce cataclysme empêche Ethereum de s'en remettre et que ce cataclysme soit suffisamment faible pour que ça ne remette pas en cause le concept même de blockchain programmable. Donc, c'est que dans ce créneau-là que un Tezos, un Solana et un whatever a une pertinence. Pour moi, cette probabilité, elle est proche de zéro. Alors, je peux me tromper, hein, là, ça relève du futur, donc chacun fait de la divination. Mais en tout cas, pour moi, la probabilité est très faible. Donc, il y a Bitcoin tout seul sur son créneau. Sa valeur ajoutée, c'est l'inertie. Et donc, l'intérêt intellectuel que j'y trouve, il est exceptionnel, mais je comprends que d'un point de vue dev, ce soit chiant à mourir, ça c'est vrai. Et à l'inverse, quand tu as un profil qui n'est pas un profil technique, c'est-à-dire le mien, l'intérêt d'aller sur Ethereum, si tu n'as pas d'appétence particulière pour l'ingénierie financière, rapidement, tu vas te prendre des claques. Parce que sur Ethereum, au-delà de est-ce que je fais un code comme ci ou comme ça, l'intérêt, c'est de staker un token pour staker un token de gouvernance qui est staké pour faire du yield automatisé sur la réhypothécation d'actifs de reward asset. Si tu n'aimes pas la finance, tu vas rapidement déchanter. Ce qui n'est pas le cas avec Bitcoin. Tu n'as pas besoin d'aimer les leverage x20 pour aimer Bitcoin. Il y a juste un truc sur lequel j'aimerais nuancer. Ouais. Pour le coup, Bitcoin est changeable. Il n'est pas si inerte que tu le dis. Il y a eu plein de cas, les Block Wars, où il y a eu des cas de changement, là où au moins Ethereum a une gouvernance visible. Mais je suis d'accord avec toi. D'un point de vue politique, en fait, je suis pas il y a des nuances à apporter. En gros, quand je dis inerte, c'est qu'il favorise l'inertie. Ça ne veut pas dire que Bitcoin ne peut pas changer, mais ça veut dire que j'ai une assurance extrêmement forte en tant qu'utilisateur de Bitcoin que les règles ne vont pas changer subitement en 3 mois. Et pour avoir investi dans EDAO en 2016, ce n'est pas le cas sur Ethereum. Sur Ethereum, s'il se passe un cataclysme, en 2 mois, hard fork, on reverte. En fait, il n'y a pas eu de smart contract et on fait une autre chaîne. Il y a vraiment eu des changements du jour au lendemain. Pour m'intéresser il y a eu en 2011 au Bitcoin Core sur le bug de création monétaire, mais il n'y en a pas eu de manière exceptionnelle depuis 2011. Il y a eu l'enlevage d'un opcode sur Bitcoin à un moment en 2017, si je dis pas de conneries. Mais bon, bref, on se fiche. La même envergure. On va pas lancer tout ça pour dire que c'est Bitcoin et Ethereum, c'est deux extrémités d'un même spectre. C'est-à-dire qu'on apprécie Bitcoin pour son côté prévisible et on apprécie Ethereum pour son côté évolutif. Évolutif. En tout cas, on essaye au maximum sur Ethereum. Et c'est pour ça que c'est difficile d'envisager d'autres blockchains pour le moment. C'est très bien résumé. Effectivement, quand on est sur Bitcoin, on y est pour le côté prévisible et inerte. Et quand on est sur Ethereum, c'est parce qu'on veut que ça évolue. Ouais, moi, ce qu'on explique souvent, c'est que Bitcoin cherche à s'ossifier
Là où des dires même de Vitalik, Ethereum, c'est finalisé à 35 ou 40%. Je ne sais plus combien Tout de à fait. pourcentage, mais c'était dans Mm. ces eaux-là, quoi. Alors que sur Ouais. Bitcoin, on est sur une ossification. Bon, allez, parlons du dernier sujet. Il nous reste 9 minutes, donc utilisons-les bien. La littérature sur Bitcoin, un accélérateur pour l'adoption. On a la chance d'avoir parmi nous deux auteurs d'ouvrages, Alexandre qui a écrit pas mal de bouquins, et Daniel qui, comme vous le savez, est l'auteur d'une BD, Alice au pays des cryptos, qui sortira le 6 octobre. Est-ce que la littérature a un rôle à jouer? Si oui, lequel? Je vous laisse en débattre. Daniel, tu veux... T'en penses quoi, Alex? Il faut écrire des bouquins ou pas? Non, d'ailleurs, je perds mon temps. Je sais pas ce que je fais. C'est ce que je me Non, suis non, il posé faut tous écrire les... des bouquins. Il faut écrire des bouquins pour des publics différents. Je pense que c'est aussi ce que fait la BD que tu proposes. Les bouquins, c'est comme, en fait, c'est comme n'importe quelle entreprise. Il faut partir du problème, il faut partir du public cible. Le public cible, il n'aime pas forcément la même chose, il cherche pas forcément les mêmes explications. Évidemment, typiquement, tu prends un bouquin comme Mastering Bitcoin ou Mastering Ethereum, il a son public cible. Est-ce que son public cible, c'est monsieur ou madame Michu? Je ne pense pas. Pourtant, si on veut favoriser l'adoption, c'est monsieur et madame Michu, il va falloir leur parler. Et donc, il va falloir leur parler avec différents formats. Alors, ça, pour moi, la littérature fait partie du format le plus accessible parce qu'en fait, ça ne tient qu'à un auteur de proposer quelque chose. Mais on va avoir un sujet aussi sur les dessins animés, les films, les séries, la culture en général, qui va se poser dans les prochaines années. Il y a encore quelqu'un, comme vous le savez, j'étais à Bordeaux peut-être il y a quelques jours, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai un enfant de 12 ans, je ne sais pas trop comment l'exposer à ce sujet-là. Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'éducation financière n'est pas terrible. Elle se pratique certainement pas à l'école. Donc, ça veut dire que c'est à lui de le faire. Et comment il le fait, avec quels matériaux, avec même sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Bitcoin, encore une fois, c'est expliquer la monnaie à un gamin de 12 ans. En fait, j'allais dire, c'est même déjà symptomatique du problème de la monnaie actuelle, c'est que ça ne devrait pas être impossible à expliquer à un gamin de 12 ans, la monnaie. Alors qu'aujourd'hui, même un adulte de 45 ans, t'es parti pour 3 heures à lui expliquer les taux directeurs, les banques centrales, les réserves fractionnaires et la monnaie crédit, et qui est en fait détruite au moment du remboursement, et qu'en fait, il y a plusieurs taux directeurs, et en fait, c'est l'enfer, personne n'y comprend rien. Donc, c'est déjà en soi symptomatique. Mais bon, bref, en tout cas, donc oui, il y a besoin d'avoir tout ce genre de divers publics et divers auteurs qui proposent diverses choses. Et c'est bien que voilà, il y ait d'autres formats qui soient proposés et que Daniel s'essaye à la BD que j'ai déjà lu. Donc voilà, moi je suis un privilégié et qui est bien. Alors j'ai fait mes retours à Daniel sur sa BD, mais elle est bien et je la recommande pour ceux qui veulent une première introduction au sujet. Et je te remercie parce que bon, on a eu l'occasion de se revoir au repas du coin et j'ai pu te faire une version dédicacée parce que j'ai crié en horreur en sachant que tu avais reçu la version non dédicacée. Moi, je vais juste parler effectivement il y a eu Jacques Favier qui a fait l'introduction de Surfing Bitcoin sur un parole et qui a dit qu'il faut oser utiliser nos propres médiums, ça, utiliser effectivement notre propre voie de communication. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai mis en place, dans ce que tu as écrit, et aussi dans ce qu'a écrit Benjamin Loiseau il n'y a pas longtemps avec Crypto Dystopie, c'est qu'en fait, on commence peu à peu, et Rémi Forte l'avait fait aussi avec le Mystère Satoshi, on commence peu à peu à créer une forme ludique de cryptoculture. Parce que par exemple, si on regarde en fait les médias de culture, je veux dire culture avec des guillemets, c'est-à-dire accessible, facile, le genre de trucs la culture que tu manges quand tu rentres du boulot. Donc prenons par exemple les séries Netflix, qui sont des histoires qui sont faciles, qui ont un besoin, on va dire, d'un niveau d'énergie, d'appropriation relativement limité. Hein, tu te poses et tu reçois la culture. À chaque fois qu'on parle de Bitcoin ou de crypto dans une série mainstream lambda, c'est très rarement de manière objective, c'est même plutôt en général de manière péjorative. C'est soit quand quelqu'un a une idée marketing complètement folle, on va lui dire qu'il fait sa crypto. Quand c'est des mineurs véridiques dans une série de pompiers, c'est parce qu'il y a des mineurs qui volaient de l'électricité dans un immeuble et qui ont provoqué un incendie. Ils n'ont jamais le beau rôle en fait. Or, en fait, tu sais, je sais pas si tu avais vu, Big Bang Theory a commencé à une certaine période de l'histoire à avoir en fait des films et des séries et du contenu pour des gens qui étaient passionnés d'informatique et dont ils étaient en fait les auteurs. Et en fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est que la passion qu'on éprouve pour les cryptos et souvent Bitcoin en général, en fait, est une passion qui est très difficile d'expliquer si tu racontes pas l'histoire de quelqu'un qui cultive cette passion-là. C'est comme par exemple si tu dis c'est génial d'être pilote de chasse et que tu fais un livre pour expliquer comment vole un avion.
ou qu'il y a un autre livre qui explique en quoi l'aviation militaire est un bienfait, est indispensable dans le champ de bataille, mais tu fais pas un film qui s'appelle Top Gun. Or, en fait, la meilleure manière de dire qu'être pilote de chasse, c'est le feu, c'est de voir Top Gun, en fait. C'est Et en de fait, le c'est rendre ça. socialement attractif, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est de rendre socialement attractif, ou de même ne serait-ce que de dire socialement ce que c'est. Vraiment de rendre socialement ce que c'est pour moi l'une des choses les plus importantes. Et on a plus de 1000 apprenants qui ont quitté Alira depuis sa création. Et en fait, c'est une question qu'on me posait tout le temps. Comment j'explique ce que c'est que vivre un bull run, de vivre ce qu'on vit, de vivre tomber dans le rabbit hole, hein, tout simplement. Comment j'explique ça à mes parents, à mon épouse, à mon époux, à mes enfants, à mon cousin, en fait, à des gens qui n'ont peut-être pas envie de trop comprendre, mais qui ont juste envie de savoir vaguement ce que c'est, et avoir des éléments techniques qui peuvent soit comprendre, soit survoler, et puis l'histoire, en fait, tu peux la comprendre sans comprendre les éléments techniques. Et on a vraiment, en fait, toute cette alchimie. Et en fait, j'ai créé cette bande dessinée parce que j'ai vraiment imaginé l'apprenant qui essaye de montrer ça à ses parents. La personne qui, le beau-frère lui a parlé de crypto pendant le repas de famille, il rentre le soir de Netflix, il voit le truc qui est posé nonchalamment sur la table et il se dit bah je vais lire ça. Je suis sûr que cérébralement, je vais pas trop me prendre la tête. Et en fait, c'était vraiment l'objectif de créer un contenu crypto accessible. Et je profite qu'on est dans la chronique pour mettre aussi en avant parce qu'il y a un an, Benjamin Loiseau, je ne sais pas si tu connais, qui est un journal qui travaille en fait au Journal du Coin. En fait, il publiait sur Twitter des dystopies un peu à la Black Mirror de ce que pourrait être Bitcoin dans 10 ans, dans 20 ans, s'il est perdu de contrôle, s'il est pris par un État totalitaire, enfin des choses comme ça. Et en fait, c'est super agréable à lire. En fait, c'est des petites histoires comme ça se lit en 10 minutes. Et ça, tu peux le lire après une journée folle quand tu rentres c'est un Netflix pour addicts. Et même quelqu'un qui s'intéresse pas aux cryptos, c'est distrayant et ça rentre doucement, ça se distille comme une tisane. Tu vois. Et c'est ça, en fait, le pari que j'ai voulu. Parce qu'au début, quand on a voulu lancer la BD, on voulait en faire un manuel. C'est-à-dire qu'on voulait expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était d'en faire une histoire. Donc, ça, c'est le point. Ouais. Alors moi je bois pas des tisanes en lisant des trucs qui me disent que le monde va s'effondrer, mais chacun ses habitudes. Non, en fait moi l'élément que je pense, alors que j'ai pas fait dans le livre que j'ai fait avec Claire, mais parce que c'était pas l'ambition et que voilà, c'était il y a un certain temps maintenant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, conviction que j'ai acquise finalement il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas que j'essaye maintenant de pratiquer le plus possible, c'est, comme je le disais, il y a un côté cheval de Troie, c'est-à-dire ne pas parler de Bitcoin, ne pas parler de crypto, en fait parler du problème. Et en fait, le corollaire de cela, d'un point de vue de la pédagogie, c'est que toute tentative d'expliquer ce que sont les cryptos est vouée à l'échec, parce que les cryptos, c'est un fourre-tout, et donc ça ne répond pas à un problème. Un NFT, un token d'obligation et Bitcoin répondent à des problèmes différents. Donc, chercher à dire voilà ce que sont les cryptos en général, en fait, c'est une ambition pédagogique qui est beaucoup trop importante pour, en règle générale, le temps qu'un néophyte est prêt à y consacrer, ou en tout cas à tendre l'oreille pour dire est-ce que ça m'intéresse ou pas. Donc, en fait, le corollaire de ça, c'est de dire il faut choisir son camp. On peut expliquer à quoi servent les NFT, on peut expliquer à quoi sert un jeton d'obligation, voilà. Mais en fait, il faut choisir. Pédagogiquement, si je dois passer 30 minutes à expliquer c'est quoi les problèmes du système monétaire, en fait, la suite logique de cette explication, c'est de dire la proposition de valeur, c'est Bitcoin. Si je dois passer 30 minutes à expliquer pourquoi la finance va mal, qu'elle n'est pas inclusive, qu'elle n'est pas ouverte et qu'on a besoin de finances décentralisées, etc., oui, la suite logique va être Ethereum. Mais donc, on a besoin de choisir son camp et je trouve ça très difficile, de plus en plus difficile, de tenter des explications de les cryptos, qui est un terme fourre-tout qui veut absolument rien dire. Et j'ai fait un commentaire aussi récemment pour dire que malheureusement, ça a un peu pollué aussi les initiatives législatives, puisque maintenant on essaye de dire les cryptos, c'est une catégorie, et donc on va loger à la même enseigne un NFT d'œuvres d'art et Bitcoin. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, d'un point de vue pédagogique, et y compris, alors j'ai pas fait d'écrit depuis juin, mais d'un point de vue de l'écrit, autant que faire se peut, c'est de raconter une histoire, parce que tu l'as très bien dit, c'est une question d'identification, c'est une question de rentrer dans une histoire, c'est une question sociale presque, et pour ça, j'ai besoin d'évacuer le sujet financier, spéculation, Bitcoin, etc. J'ai besoin de m'adresser au problème, et une fois que j'ai fait, et seulement une fois que j'ai fait ça, je peux parler de la suite. Pour l'anecdote, une des raisons
qui a fait qu'on a écrit notre livre avec Claire, c'est que si tu vas sur Amazon et que tu tapes Bitcoin, 99% des livres, c'est devenez riche. Oui. Il n'y avait rien pour expliquer c'est quoi simplement. Donc nous, quand on a fait l'expérience et qu'on était là, genre, en fait, qu'est-ce que je recommande comme livre pour quelqu'un qui est un néophyte, ça l'intéresse pas de faire du trading haute fréquence et il veut comprendre c'est quoi les fondamentaux derrière tout ça, en fait, tu étais coincé entre Mastering Bitcoin, qui est un peu aride, on va dire, pour une personne qui est néophyte. Il y avait les bouquins de Jacques et de Hadley, Monnaie acéphale, etc., que moi je trouve un peu ambitieux aussi, c'est-à-dire que pour moi, ils sont l'étape 2, c'est-à-dire que dans les processus d'acculturation au sujet Bitcoin, aujourd'hui que mon livre existe, j'aurais tendance à dire d'abord mon livre et ensuite la monnaie acéphale. Parce que c'est la suite logique et ça permet d'abstractiser un peu plus et de conceptuellement de l'aborder d'un point de vue intéressant, mais c'est peut-être un peu abrupt pour une personne d'arriver sur un sujet comme la monnaie et de se faire dire au bout de 2 secondes que c'est acéphale et que du coup, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, comme ça, je trouvais que ça manquait, ce créneau-là de j'ai besoin d'une porte d'entrée pour les néophytes, manquait. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on l'avait. Oui, d'accord. Voilà. Trop bien. Et merci beaucoup. On est façonneur de portes d'entrée. Voilà, c'est ça notre métier, C'est c'est ça. les portes d'entrée. Hein. Il faut bien qu'on s'y accole. Hein. C'était le dernier mot de Daniel. Voilà, nous sommes constructeurs de portes d'entrée. Et on récompense Rémi Ford aussi parce que il a fait beaucoup plus pour la crypto que beaucoup de gens. Ah oui, parce que le mystère Satoshi, beaucoup de gens m'en ont parlé après l'avoir vu et sont intéressés à la question parce que c'était une histoire. C'est très simple, tu vas sur la chaîne YouTube d'Arte, qui est quand même une des chaînes les plus stylées. Enfin, vraiment, ce que fait Arte sur sa chaîne YouTube, je trouve ça trop stylé. Et c'est déjà dans le top 10, alors que c'est la seule vidéo qui ne parle ni d'islam, ni de sexe, ni de drogue, quoi. Enfin, je ne veux pas vous faire une caricature, mais allez voir le top 10, globalement, c'est islam, sexe et drogue, hein, on va pas se mentir. Bon, finalement, ce sera sur ces belles paroles qu'on Islam, sexe et drogue et Bitcoin. Non mais j'aime bien. C'est quand même bien mieux, non? C'est la porte d'entrée ou ces propos. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi et assisté à ce live. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir rejoints pour nous partager ton point de vue sur Bitcoin, ses paradoxes, son adoption et sur la littérature. On vient de lancer les promotions d'Alira pour les formations blockchain. Ils viennent de démarrer. C'était ce lundi-là. Lundi prochain, on lance nos sessions sur l'IA. Si vous voulez rejoindre le bateau, puisqu'on fait maintenant des formations sur l'IA, vous pouvez le faire encore. Il vous reste quelques jours pour le faire. Et donc, je vous laisse regarder sur notre site web, prendre rendez-vous voilà, pour pouvoir... Et le parcours Tokenomics qui se lance la semaine prochaine aussi. Et le parcours Tokenomics, merci de le citer, que j'avais mentalement intégré sur la rentrée de lundi, mais qui effectivement part également la semaine prochaine, qui est un parcours qu'on a fait en partenariat avec Nomix et dont on est extrêmement fiers. Donc voilà, si vous voulez vous former à la Tokenomics ou à l'IA, vous avez des ressources chez Alira. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et une super fin de journée. Et encore merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci à tous. Merci Alexandre. Au revoir. Salut. Salut tout le monde. Life is just